Dans le monde de l'entreprise, bien souvent, les comptes de résultats sont publiés en mars, et c'est le cas de Vivendi qui détient Gameloft, donc on va pouvoir regarder ce qu'il s'est passé pour Gameloft en 2024, notamment sur les jeux Disney Speedstorm et Disney Dreamlight Valley. Bon, je vais essayer de faire quelque chose de très simple pour vulgariser au maximum beaucoup de choses, parce que j'imagine qu'il y en a pas mal parmi vous qui n'êtes pas forcément familiers avec la lecture de bilan et le jargon économique en général. Donc, qu'est-ce qu'il s'est passé du côté de chez Vivendi en 2024 ? Eh bien, il y a eu une scission en 4, vous allez voir que ça a son importance, ce qui veut dire que, eh bien, 4 des plus grosses sociétés que détient Vivendi sont séparées du groupe et ils ne sont plus cotés en bourse au même endroit. Donc Canal+ va à Londres, Havas à Amsterdam, Louis Hachette à Paris, et il ne reste plus que dans l'écarcelle de Vivendi, Gameloft. Alors pourquoi un tel conglomérat, donc des entreprises très différentes qui s'unissent sous un même groupe pour minimiser les risques, pourquoi se séparer ? Ben, tout simplement, Vivendi prend cette décision parce que la décote, donc la perte de valeur globale du groupe, était de 45% avant l'annonce de la scission. Donc l'objectif de Vivendi, c'est donc de séparer toutes ces entreprises-là, donc séparer Canal, Hachette, Havas et Gameloft pour que séparément, chacune de ces entreprises reprenne de la valeur. Bon, je vous passe tous les détails qui nous intéressent pas trop ici, gardez juste pour la petite anecdote qu'il y a plein d'actionnaires de toutes ces différentes entreprises-là qui viennent de réaliser tout à coup que ce truc-là, ça va pas forcément marcher et que ça va profiter qu'à un seul actionnaire, le groupe Bolloré qui détient Vivendi à près de 30%. Comme je le disais donc, les entreprises de Vivendi en général perdent de la valeur. Donc, il y a des décisions à prendre et Gameloft ne déloge pas à la règle. Pour rappel, en 2016, Gameloft est racheté par le groupe de Bolloré Vivendi à Ubisoft pour 697 millions d'euros. Aujourd'hui, la banque américaine spécialisée JP Morgan évalue Gameloft à environ 200 millions d'euros. Vous avez compris, en moins de 10 ans, Gameloft a perdu plus des 2/3 de sa valeur d'entreprise. Du coup, forcément, pour toute entreprise, c'est une situation qui est assez problématique parce que tout ça, en fait, ça vient entacher les performances globales de Vivendi. Et il y a des rumeurs du coup qui disent que Vivendi serait à l'écoute de la revente potentielle de Gameloft, ce qui pourrait d'ailleurs faire bondir la valeur de Gameloft en fonction de quel en serait le repreneur. Parce que Gameloft en fait a fait ce qu'on appelle un pivot stratégique. Donc en gros, avant ils ne développaient des jeux que sur smartphone et maintenant ils veulent pouvoir le faire sur du multiplateforme, un petit peu comme ils viennent de le faire ces dernières années avec Speedstorm, avec Dreamlight Valley ou encore récemment là avec Asphalt Legends Unit qui est sur PC, PS4, PS5, Xbox, Switch, etc. Donc ils continuent d'ailleurs en ce sens avec la récente sortie là de Carmen Sandiego et ils ont aussi un projet de licence Donjons et Dragons qui vient de chez Hasbro. Du coup, nous, pour ce qui nous concerne, on se pose la question suivante. Est-ce que Vivendi va continuer d'investir dans Gameloft maintenant que c'est son seul vrai actif ou cherche-t-il à le vendre parce que ça perd trop de valeur ? Je dirais que ça va dépendre des opportunités, je pense, parce qu'actuellement, grâce à Dreamlight Valley, qui est le jeu le plus rentable de la société et celui qui génère le plus d'argent devant Asphalt Legends Unit, devant Disney Magic Kingdom, devant March of Empires et donc Disney Speedstorm qui arrive en 5e position, Gameloft génère 74% de ses revenus via des microtransactions de ses jeux free-to-play. C'est quand même conséquent. Et pourtant, dans le même temps, entre 2014 et 2020, les effectifs de Gameloft sont passés d'environ 6700 salariés à 3400. Donc ces 5 jeux-là représentent environ 57% du chiffre d'affaires de Gameloft. Au global, on pourrait dire que ça ne va pas si mal, en réalité, pour Gameloft, qui gagne plus d'argent qu'en 2023 avec ses jeux et devient un peu plus rentable, même si le chiffre d'affaires a légèrement baissé par rapport à 2023. Ce qui m'inquiète en revanche un petit peu plus, c'est qu'il y a moins 11% de charges opérationnelles. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut tout simplement dire qu'ils sont dans une phase de réduction des coûts et qu'ils cherchent donc à optimiser au maximum tout ce qu'ils peuvent, notamment par exemple en réduisant les effectifs. Alors, ça n'a peut-être rien à voir avec la supposition que je suis en train de faire, mais puisqu'on n'a pas d'officialisation là-dessus, il y a quand même une coïncidence qui est relativement drôle entre le fait que au même moment sur Speedstorm on passe de saisons de 2 mois à des saisons à 3 mois, comme si on avait réduit le nombre de développeurs, des équipes de développement là-dessus, qui n'étaient pas capables jusqu'à maintenant
de produire tout ce qu'il y a à produire pour une saison en 2 mois. Et donc, maintenant, on demande un délai un petit peu plus grand, sur 3 mois, comme si, bah voilà, on a moins de développeurs, donc du coup, on peut plus tenir la cadence. Donc maintenant, on va faire des saisons de 3 mois pour, du coup, avoir assez de temps pour pouvoir tout faire. On n'a pas de preuve de ça, mais la coïncidence est quand même assez drôle. Du coup, quand on prend Gameloft au global, entre le fait qu'ils gagnent plus d'argent avec les jeux qu'en 2023 et les restructurations et les optimisations qu'ils ont fait un petit peu partout, eh bien, Gameloft est un petit peu plus rentable en 2024 qu'en 2023. Mais attention, alors oui, Gameloft va un petit peu mieux qu'il y a un an, mais sa valeur est quand même très largement inférieure à ce que Gameloft pensait en tirer au moment de l'achat. En 2024, Vivendi a encore déprécié la valeur comptable de Gameloft dans ses comptes de près de 140 millions d'euros. Donc, Vivendi reste prudent sur ce qu'ils vont faire de Gameloft. Et ça, ça se comprend. Et s'ils doutent, c'est justement parce qu'ils continuent de croire encore un petit peu dans Gameloft, puisque Gameloft a fait un petit rebond cette année-là, notamment grâce à Disney Dreamlight Valley. Alexandre de Rochefort, qui est le directeur général de Gameloft, déclarait en novembre 2024 que la société avait fait sa plus grosse semaine de chiffre d'affaires de son histoire lors de la sortie de la 2e extension de Disney Dreamlight Valley, qui s'est classée directement 2e au classement des meilleures ventes sur Steam et sur le Nintendo eShop, ce qui est quand même hyper fort en termes de performance. Alexandre de Rochefort déclarait également sur Europe 1 que les 2 dernières années de Disney Dreamlight Valley avaient été très compliquées et que sans cette transformation, sans ce pivot stratégique qu'ils ont fait, eh bien, le groupe Gameloft serait en grosse difficulté aujourd'hui. Disney Dreamlight Valley a demandé 3 ans de développement pour 10 millions d'euros seulement, et il a été rentabilisé en 15 jours avec la 2e extension. A l'inverse, on a sorti un autre jeu vidéo l'année dernière qu'on va mettre plusieurs années à rentabiliser. Quand on lit ça, impossible de ne pas se rappeler qu'initialement, Disney Dreamlight Valley était censé être un free-to-play comme Disney Speedstorm. Et on l'imagine, devant les résultats décevants qu'ont produit les résultats de Speedstorm, ils ont choisi d'opter pour un système d'extension payante pour Dreamlight Valley, qui apparemment a été une décision salutaire pour Gameloft, puisque Speedstorm va mettre maintenant des années avant de devenir rentable. Du coup, je pense qu'on arrive vraiment dans une année charnière pour le jeu, pour Disney Speedstorm, puisqu'aujourd'hui, Speedstorm, on l'a vu, arrive en 5e position seulement des jeux qui génèrent le plus d'argent pour Gameloft, derrière des jeux comme March of Madness, le jeu qui est sorti en 2015, ou Disney Magic Kingdom, qui est sorti en 2016. Donc, le jeu ne génère toujours pas autant d'argent qu'il devrait et ne sera pas rentable avant des années, comme on vient de l'entendre de la bouche de son directeur général. Mais combien de temps ça va mettre avant de définitivement couper si jamais le jeu ne se redresse pas? Parce que pour l'instant, c'est pas le chemin qu'on prend. Le jeu continue de perdre des joueurs et on a une moyenne à peu près de 300 joueurs actifs sur Steam, ce qui est quand même très très faible pour un free-to-play, et encore plus un free-to-play de licence Disney. Donc la faute principalement, je pense, c'est dû à une monétisation qui est très mal reçue par la communauté de manière générale, avec des joueurs qui fuient le jeu en masse à l'instauration du pass mensuel, uniquement payable en argent réel par exemple. On n'a malheureusement pas plus de chiffres détaillés sur Disney Speedstorm précisément, mais en résumé, on peut dire que Speedstorm gagne un petit peu plus d'argent en 2024 qu'en 2023, ce qui est logique, je vous en avais déjà parlé. Le jeu est sorti en accès anticipé en avril 2023 et il est passé en free-to-play en septembre 2023, donc globalement, évidemment que on a un an de monétisation du jeu sur l'année 2024 qui s'est progressivement intensifié d'ailleurs, et qui s'est même durci parce que le jeu ne rentre toujours pas dans ses frais. C'est un petit peu le serpent qui se mord la queue, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que le jeu n'arrive pas à générer assez d'argent, donc ils essaient de trouver des mécaniques pour gagner plus d'argent en compensant cette perte de joueurs. Mais c'est ça justement qui fait qu'il y a encore d'autres joueurs qui fuient le jeu, donc du coup ils durcissent encore la monétisation, et en fait c'est un cercle vicieux dont on a du mal à voir maintenant comment on va pouvoir basculer dans quelque chose de vertueux. Parce que oui, on le voit au fur et à mesure des saisons qui passent, il n'y a rien qui change sur le jeu. Il n'y a pas de nouveautés sur le gameplay, pas de nouveaux modes de jeu, il y a très peu de challenges, et le peu de challenges d'ailleurs qui auraient pu être intéressants, comme le fameux chapitre 6 de la tournée de saison, est devenu une tirelire géante dans laquelle vous allez devoir mettre de l'argent pour faire monter obligatoirement certains pilotes à un certain niveau, dans le but de récupérer un pilote de saison.
Ce qui veut dire que là où avant, sur les 4 pilotes de saison, on avait un pilote premium à payer dans le pass d'or et 3 débloquables gratuitement, via la tournée de saison, l'événement saisonnier, le pass gratuit dans le pass, etc. Et on en a maintenant en réalité plus qu'un seul, celui qui est gratuit dans le pass, et tous les autres sont derrière des paywalls. C'est-à-dire que pour débloquer les 3 autres pilotes, on va être obligé de payer le pass d'or au minimum, parce que vous allez avoir besoin de ce pilote-là pour débloquer tous les autres, mais aussi de nombreux autres pilotes pour débloquer le dernier pilote du chapitre 6, via la tournée de saison, donc ça commence à faire beaucoup. Et tout ça, on l'a déjà vu depuis quelques saisons. Fin 2024, et là, avec la saison 12 actuelle qui a commencé maintenant là en février 2025, ça marque justement la deuxième étape de ce renforcement de la monétisation qui est poussé toujours à un stade un petit peu plus loin, puisque, vous l'avez vu, je joue maintenant beaucoup moins au jeu depuis à peu près mi-2024, et j'en produis donc forcément beaucoup moins de vidéos. Tout simplement parce que c'est toujours la même chose sur le jeu maintenant, ça ne propose rien de plus intéressant, et moi faire des vidéos comme ça n'apporte pas de plus-value, en réalité, de refaire des vidéos que j'ai déjà faites il y a des mois, mais bref, c'est pas le sujet. Je suis passé en gros de 4 sessions de 3 heures par semaine à 2 ou voire une session de 3 heures par semaine. Donc là où ces 6 heures de moyenne par semaine avant étaient suffisantes pour tout faire jusqu'à maintenant, et bien c'est plus le cas depuis cette saison 12. Pourtant, je joue autant de temps et je paye toujours le pass d'or. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a changé sur le jeu? Ce qui a changé, c'est déjà le Diamond Pass, le niveau au-dessus du pass d'or qui a le double de son prix également, soit 20 € par mois, et qui a en fait maintenant tout ce qu'il faut en quantité pour pouvoir continuer de progresser correctement sur le jeu. Par exemple, il y a des paliers dans le Diamond Pass qui fournissent 5000 pièces d'amélioration quand on n'en a que 600 au même endroit dans le pass d'or. C'est une différence qui est flagrante, mais ça, à la limite, avant, on pouvait le compenser ailleurs. Par exemple, dans les boîtes de la tournée de saison, on avait des fois des récompenses de 1000, 1500, 2000 pièces à récupérer juste en gagnant une course. Maintenant, la récompense, elle est de 50, 150 ou 200 pièces d'amélioration. Donc ça fait quand même une grosse différence de récompense de farming, mais partout, tout a été fait pour justement faire qu'on gagne de moins en moins de récompenses, d'éclats, de pièces d'amélioration. On prend par exemple l'exemple de monter un pilote niveau 40, c'est ce qu'on a besoin pour la fin du chapitre 6 par exemple, eh bien ça coûte pas loin de 50 000 pièces en réalité. Et entre tout ce qu'on doit monter, plus les pilotes que vous n'avez pas au niveau requis pour terminer le chapitre 6, etc., ça fait quand même beaucoup. Et en parlant des éclats, vous n'avez pas l'impression d'avoir pu gagner énormément d'éclats pour Flèche ou le docteur Finkelstein dans les saisons précédentes, et là d'en obtenir beaucoup moins pour Zeus? On ajoute à ça évidemment la supercharge, le fait de pouvoir dépasser le niveau 50 avec ces éclats spéciaux disponibles à l'achat dans la boutique, et on obtient globalement une stratégie qui combine de la réduction des coûts des équipes et de la monétisation renforcée qui incite les joueurs à délaisser le pass d'or pour basculer sur le Diamond Pass en les faisant passer d'un abonnement mensuel à 10 € à un abonnement mensuel à 20 € par mois. Tout ça pour essayer de rattraper le retard que Gameloft a sur le jeu et son objectif de rentabilité. Alors après, est-ce que c'est la bonne stratégie? Personnellement, vous le savez, je pense pas. Après, j'ai sans doute pas tous les éléments d'analyse nécessaires pour ça, mais de base, j'ai jamais pensé que c'était une bonne chose d'agir en sous-marin pour tenter de forcer les comportements d'achat des clients. Moi, je préfère une vision de se dire les gens vont acheter le contenu que je propose parce que c'est de la qualité, parce que ça les intéresse, et pas parce que je les force à les acheter. Voilà, c'est une autre façon de voir les choses là-dessus, c'est une autre philosophie. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, Disney Speedstorm, ça ne marche pas. Du moins, c'est largement en dessous des espérances de ce que Gameloft a, et du coup, il force sur de la monétisation de partout. Est-ce que ça va permettre au jeu d'être rentable plus rapidement et de se sauver? Bonne question. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous me le direz dans les commentaires, mais à titre personnel, vu ce que le jeu propose en termes de jeu, de gameplay, de diversité des modes de jeu, etc., je trouve qu'on n'a pas beaucoup de surprises, qu'on n'a pas assez de contenu riche, et moi je pense pas que ça vaut un Diamond Pass à 240 € par an en fait. Comme je disais, le contenu n'est pas assez riche pour une somme comme ça, et en réalité, je trouve que maintenant, si c'est ok pour vous, et que vous avez les moyens, et que c'est votre plaisir, évidemment, il n'y a aucun problème avec ça, ok? Moi j'ai aucun souci avec ça. Chacun fait ce qu'il veut de son argent, c'est absolument pas un problème. La question qu'on peut se poser nous, c'est si jamais il force trop,
à tuer le pass d'or, à ne plus pouvoir progresser avec, pour inciter les joueurs à prendre le Diamond Pass, mais que justement les joueurs ne veulent pas mettre 20 balles par mois dans le jeu. Est-ce que ceux qui prendront le Diamond Pass, est-ce que ça suffira à sauver le jeu? Sinon, bah combien de temps ça va tenir? En tout cas, ça va être très intéressant à suivre tout ça sur cette année. Dites-moi un petit peu vos projections, ce que vous en avez pensé, ce que vous avez remarqué. Est-ce que vous avez remarqué des choses un petit peu différentes sur ces dernières saisons-là sur le jeu? En tout cas, moi, j'ai vraiment hâte de vous lire. Et en attendant la prochaine vidéo, bonne route!